est-ce que Allez-y. avant d'acheter des actions, est-ce qu'on doit se référer forcément aux variations, c'est-à-dire plus, moins, value? Ok, bon, donc je suppose que vous n'avez pas du tout déjà l'action. Et donc, normalement, vous n'avez pas de moins-value, vous n'avez pas de plus-value. Non, j'ai des actions, en fait. Je suis déjà dans le. Donc, vous voulez acheter davantage d'une action que vous avez déjà, c'est ça? Oui. Et, Et quand je regarde les variations, ça me fait moins. et donc, vous êtes en moins-value là actuellement, c'est ça? C'est ça. Et vous voulez si il faut en acheter davantage. C'est ça, exactement. Et, La question, c'est est-ce que j'achète ou bien est-ce que j'attends que, voilà, que ça soit plus, que ça soit, ça devient plus-value, en fait, au lieu de moins. et, alors, ça, c'est une question fondamentale. Ce qui nous sert de guide ici, c'est la valeur intrinsèque. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est pour l'action qui nous intéresse, essayer d'évaluer, de déterminer sa valeur intrinsèque. Ensuite, si le prix de l'action, le coût actuel de l'action est au-dessus de cette valeur intrinsèque, alors nous savons que le prix de l'action, au coût de l'action est au-dessus de la valeur intrinsèque, ça veut dire que c'est un peu trop cher. D'accord? Nous savons que c'est là actuellement il faut attendre. Une opportunité pour nous, c'est quand ce prix-là va descendre en dessous de la valeur intrinsèque. Là, nous sommes en train de le payer avec ce qu'on appelle une décote. D'accord? Donc, avec une certaine marge. C'est ça qui nous intéresse. Donc, quand on est en dessous de la valeur intrinsèque, là, nous savons que c'est le moment d'acheter, justement. Donc, c'est pas tant que on est en plus-value là actuellement ou en moins-value. C'est pas ça qui dicte si on est en train d'acheter ou pas. Pas du tout. C'est dans quelle place on est par rapport à la valeur intrinsèque, au-dessus ou en dessous. Plus ou moins. Mais comment on détermine que la valeur est intrinsèque ou je sais pas? Comment tu détermines ça? Alors, comment on calcule cette valeur intrinsèque là? Ça, c'est tout le but on va dire, c'est le cœur même de l'investissement en bourse en réalité. Donc, Je- première chose à faire, c'est d'essayer de catégoriser l'action qui vous intéresse. Vous devez déterminer l'action en question. Est-ce que c'est un fast grower? Est-ce que c'est un net? Est-ce que c'est un slow grower? Est-ce que c'est un asset play? Est-ce que c'est un cyclical? Est-ce que c'est un turnaround? Il y a 6 types d'actions. J'en ai parlé Eh ben, vraiment en profondeur sur la chaîne. Donc, vous devez pouvoir déterminer exactement de quelle catégorie d'action il s'agit. Quand vous avez identifié cette catégorie-là, vous appliquez la méthode de valorisation qui est adaptée à cette catégorie. Parce qu'on n'évalue pas toutes les actions de la même manière. C'est pourquoi c'est important de déterminer la catégorie d'abord. Donc, vous d'accord. déterminez la catégorie, vous appliquez la méthode de valorisation qui est adaptée à cette catégorie et vous aboutissez donc à votre valeur intrinsèque. Alors, les, les plus prudents vont vous dire, n'achetez même pas la valeur intrinsèque. Par rapport à la valeur intrinsèque, il faut appliquer ce qu'ils appellent une marge de sécurité. Donc, généralement, ce qui est conseillé, c'est de prendre 70% de la valeur intrinsèque. Donc, de commencer par acheter quand le prix est en dessous de 70% de la valeur intrinsèque. D'accord? Ça nous fait une marge de 30%. Donc, voilà le processus que vous suivez pour déterminer la valeur intrinsèque et ensuite avoir un prix cible. Ouais, plus ou moins, mais en fait, moi, ce que c'est bien l'explication, mais genre en théorie, en fait, comment ça se passe, en fait? Est-ce que je peux OK. avoir, disons, comment je dis ça même, un exemple de comment on fait les choses, on calcule les trucs. Et, Alors, est-ce que je peux avoir un visuel, au fait? OK. Donc, oui, c'est possible, sauf que ce n'est pas, on va dire, public. Donc, pour ce D'accord. contexte-là en particulier, j'offre une formation qui s'appelle la BRVM Masterclass. La formation est payante donc. Et donc, vous l'aurez compris, il y a, bon, sur la chaîne, il y a des vidéos qui sont publiques, donc gratuites, tout le monde peut voir, et d'autres vidéos qui ne sont pas visibles par tout le monde, qui sont visibles uniquement par les gens qui sont dans la formation. Donc, oui, c'est dans la formation que je D'accord. décris en détail comment pour chaque type d'action, on parvient à déterminer exactement cette valeur intrinsèque-là. Mais sinon, sur la chaîne là, actuellement, ce qui est public, vous pouvez voir comment identifier la catégorie de l'action qui vous intéresse. Pour les 6 catégories, vous avez assez de détails, au moins pour identifier la catégorie. Les vidéos sont publiques sur YouTube. D'accord, c'est compris. Voilà. Maintenant,
vous avez dit que non, qu'il y a six catégories d'actions. Maintenant, pour pouvoir prendre les décisions, il faut savoir dans quelle catégorie d'action qu'on est et puis comment calculer la valeur intrinsèque. Oui. Maintenant, vous avez dit que non, que il faut avoir une formation pour pouvoir bien maîtriser ces différents exercices-là. Maintenant, la formation, elle est payante, c'est à combien exactement? Alors, la formation, elle est à 35 000. Je vais essayer de mettre dans le chat le lien vers la formation. Mhm. Et donc, À 35 000. oui, dans le groupe, généralement, je publie un long test là pour expliquer les détails de la Mhm. formation. Je vais remettre ça dans le groupe, comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit exactement. D'accord. Maintenant, il voulait aussi savoir, concernant les actions de trading, là, Oui, voilà, de manière générale, on dit il y a un horizon de placement. Par exemple, on peut dire en juin 2025, par exemple. Maintenant, si par exemple, tu as 100 actions d'une entreprise, par exemple, Vivo Énergie comme ça, maintenant, si tu décides de pouvoir faire une action de trading environ en juin, il faut absolument vendre toutes ces actions en juin ou bien, bon, on peut aussi ne pas vendre toutes ces actions. bon, ben, ça, c'est typiquement une question d'horizon de placement. C'est vous qui déterminez pendant combien de temps vous voulez détenir l'action en question. Donc, c'est vous qui déterminez. Si votre stratégie, c'est à juin, libérer toutes les actions, bah, vous devez suivre la stratégie. Comme je le dis souvent aux gens, pas, la stratégie elle-même, c'est une partie, mais l'exécution de la stratégie, c'est 50% encore du boulot. Donc oui, si votre stratégie, c'est en juin, libérer toutes les actions, bah, en juin, libérer vraiment toutes les actions. Suivez la stratégie. Mhm. Bon, maintenant, Mhm. moi, c'est bien connu. Il y a un biais par rapport au trading. C'est pas un truc que moi je conseille. D'accord? Mhm. Maintenant, si vous vous sentez que c'est votre profil d'investisseur, que c'est ça qui vous arrange, bah, allez-y. Mais à quel moment une action de trading devient une action de vente? Et bah, maintenant, déjà par définition, il n'y a pas d'action de trading. D'accord? Il y a peut-être des Mhm. actions qui sont plus propices au trading. D'accord? Peut-être Mhm. parce qu'elles sont beaucoup plus liquides, beaucoup plus volatiles. Hein. Mhm. Mais l'opposition, ce n'est pas par rapport au trading. Donc, l'opposition qu'on fait généralement sur le marché, c'est rente versus croissance. Donc, est-ce que c'est une action de Mhm. rente ou une action de croissance? Une action de croissance, c'est une Mhm. action qui ne va pas distribuer beaucoup de dividendes, mais qui va croître énormément. Pourquoi? Parce que l'entreprise Mhm. derrière, justement, est en pleine croissance. Une action de rente, c'est, Mhm. en cas contrario, une action qui va verser beaucoup de dividendes, mais qui ne va pas beaucoup croître. Pourquoi? Parce que le management est en train de sortir tout le cash flow sous forme de dividendes. Donc, pas grand-chose est réinvesti et donc, enfin, par conséquent, on ne croit pas beaucoup. Mhm. Mais la plupart des entreprises ont dit que non, ils distribuent leurs dividendes par an. C'est ça? Oui. La BRVM, Mais toutes les plus souvent. entreprises distribuent des dividendes Mhm. par an. Sur d'autres marchés, il y a même des distributions par mois. Donc, ça va venir, mais ça va prendre du temps. Mais pourquoi souvent il voit certaines entreprises qui distribuent leurs dividendes en avril comme ça, ou ça en mai comme ça? J'ai cru que c'était chaque décembre ou bien c'est pas le cas. Alors, c'est annuel, mais ce n'est pas nécessairement en fin d'année. Donc, il y a ce qu'on appelle le calendrier des dividendes. Chaque entreprise Mhm. dit, moi, je vais payer mes dividendes tel mois. D'accord? Donc, Mhm. Boris Bank, par exemple, c'est au milieu de l'année, je ne me rappelle même plus du mois. Et donc, vous pouvez, je dis n'importe quoi, que c'est en juillet. Vraiment n'importe quoi, je n'ai pas Ouais. vérifié. Et donc, si c'est en juillet cette année, bah, l'année prochaine aussi, ce sera probablement en juillet. L'année prochaine, ce sera encore en juillet, ainsi de suite. C'est pas systématiquement à la fin de l'année, mais c'est annuel. Oui, Donc monsieur ça veut dire que Daniel. c'est ça. J'ai pas encore fini. Je suis sûr que c'est une précision qu'il va ajouter, en fait. Ah, ok, d'accord. Monsieur Daniel, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Toi, Bonsoir. Oui, en fait, c'était à propos des distributions de dividendes des sociétés. Les sociétés réalisent des exercices sur une année fiscale, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Du oui. coup, à la fin de l'exercice, au 31 décembre, ils doivent clore les bilans.
C'est-à-dire qu'il doit constater qu'est-ce que nous avons réalisé sur l'année. Et pour faire ça, ça prend un peu de temps. Donc, ça prend un peu de temps jusqu'à ce que les auditeurs viennent auditer les chiffres et que le commissaire aux comptes certifie que ce que la société veut publier est conforme aux normes comptables qui sont en vigueur dans l'espace 8 mois. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que ces documents-là ne soient prêts, ça prend un peu de temps avant que la société ne publie. Et après publication, il faut que la société tienne son assemblée générale et que les actionnaires votent les résolutions qui sont dans, comment l'appelle-t-on, dans les résolutions qui sont dans l'avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire. Donc, tout ça, ce sont des procédures. C'est tout un cheminement que ça prend. Et c'est pour ça que vous allez voir que même à la fin de l'année, vous n'aurez pas les états financiers de la société. Il faut attendre jusqu'à en Après le milieu premier d'année trimestre. prochaine. Bon, souvent, on dit que les comptes doivent être publiés avant le 30 juin de l'année qui suit. Voilà. Donc, ça prend un peu de temps avant que les comptes ne soient audités, certifiés par le commissaire aux comptes et qu'on tienne les assemblées générales pour pouvoir statuer si vraiment on veut distribuer des dividendes à hauteur de tel montant ou pas. Donc, vous voyez que c'est une procédure. C'est comme si vous avez créé une société et que vous la gérez pendant une année et vous vous asseyez avec vos amis qui ont contribué également au capital pour pouvoir décider quoi faire du résultat qu'on a eu en fin d'année. Vous voyez que ça doit normalement prendre un peu de temps. Donc, il ne faut pas non plus presser les sociétés qui sont cotées aussi. Donc, c'est juste une précision. Merci beaucoup. Oui, M. D'accord, Mamadi. merci bien. Merci bien. Voilà, donc bon, comme il a bien expliqué, là, il faut attendre après les différentes assemblées générales que les actionnaires décident, après avoir que le commissaire au compte certifie des différentes procédures. Donc, bon, on peut dire, si par exemple j'achète des actions en octobre comme ça, en octobre, des actions de rente, et distribue des dividendes, c'est ça? Oui, les actions de rente, oui. Voilà, donc si j'achète des actions en octobre comme ça, donc il faut attendre impérativement qu'ils finissent de faire les AG, tout et puis toutes les. Donc, bon, normalement, ça doit prendre, c'est annuel. Donc, si c'est annuel là, donc normalement, ça doit être au minimum en octobre 2025 qu'ils peuvent distribuer, c'est ça, non? Alors, je vais ouvrir une page de Richboost. Comme ça, nous allons tous voir ensemble le calendrier des dividendes dont je parlais tantôt. Et vous allez voir beaucoup plus clair. Donc, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Vous me direz si vous voyez. Vous voyez déjà mon écran? Je vois. Ok. Et donc là, nous sommes sur Richboost. Et où est ce tableau-là? C'est ça le calendrier des dividendes. Donc, ouais, je prends n'importe quoi mon première ligne Bolloré, cette entreprise-là. Et donc, on me dit que la date de paiement des dividendes, c'est le 12-12-2024. C'est le 12 décembre 2024. Ouais. Et ainsi de suite pour chaque entreprise dans la liste. Donc, vous savez a priori quelle date les dividendes seront payés. Et donc, vous avez à payer l'action en question quelques jours avant cette date-là pour pouvoir jouir des dividendes. Si vous avez ça bien avant, des mois avant, bah, tant mieux. Si vous achetez ça quelques jours, généralement, le délai, c'est précisé dans le document, l'annonce officielle qui suit. Donc, on vous donne une date de fermeture des registres. Ça va. D'accord, ça marche. Merci bien. Oui, allô? Oui. Allô? Je vous entends. D'accord. OK. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui débute, enfin, moi je débute hein, avec, disons, avec un investissement de 150 000, voire 200 000, comment il peut aller comment il peut aller rapidement en achetant des actions, en fait? Comment il peut évoluer aussi facilement, en fait? Si c'est pour investir, genre, tout petit peu, ou investir chaque mois 100 000, ou chaque mois 50 000, je ne sais pas. Donc, je veux savoir un peu. Donc, Est-ce qu'on évolue en fonction des dividendes qu'on reçoit
à la bourse ou bien on évolue des achats et de la vente des actions, je ne sais pas. Donc, c'est ma question en fait. Ok. Donc, quand vous venez en bourse, la première chose qu'on vous recommande de faire, c'est de déterminer votre profil d'investisseur. Vous devez savoir clairement, moi, je suis quoi sur le marché. Je suis là pour la croissance, je suis là pour la rente, je suis là pour du trading. Vous devez savoir clairement. Parce que quand vous savez ça, il y a tout de suite, d'accord, plusieurs choses qui sont éclaircies. Vous voyez plus clair en fait. D'accord? Quelqu'un qui veut de la croissance ne se comporte pas de la même manière que quelqu'un qui veut de la rente. Cette dernière personne ne se comporte pas de la même manière que quelqu'un qui veut faire du trading. Donc, quand vous savez, par exemple, que vous voulez faire de la croissance, comme c'est mon cas, par exemple, bah, vous prenez les décisions qui vont avec. Vous achetez des actions de croissance. D'accord? C'est uniquement ça qui vous intéresse sur le marché. Ces actions de croissance, vous prenez, par exemple, un commitment d'épargner, d'accord, c'est ce que moi je fais, par exemple, de manière hebdomadaire. D'accord? Chaque semaine, vous dites, je dépose tel montant sur mon compte titre. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez acheter chaque semaine, non. Donc, vous épargnez, vous accumulez, d'accord, de cash sur le compte titre. Et quand une opportunité d'investissement se présente pour acquérir à bon prix l'action de croissance qui vous intéresse, bah, vous achetez à ce moment-là. Donc, c'est par exemple ce que moi je fais parce que moi, je suis un investisseur de croissance. Donc, vous avez de votre côté à déterminer quel est votre profil et en fonction de votre profil à agir. D'accord, là, c'est compris là. Alors, le lien pour déterminer le profil d'investisseur, ça aussi, c'est dans la description du groupe, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez dans la description du groupe, il y a un lien là pour déterminer son profil d'investisseur. Vous saurez très vite ce qu'il vous faut faire sur le marché et ce que vous ne devez pas faire.